en ce qui me concerne, si vous voulez mon avis personnel, il va y aller. D'accord. Je peux vous assurer que M. Alassane Ouattara sera donc candidat, bel et bien candidat, en octobre 2025. Le contexte électoral est tendu. Les principaux candidats, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, ne peuvent pas être candidats. Cela crée beaucoup de frustration chez eux, d'inquiétude dans le monde, parce qu'on se dit cette élection ne va pas être inclusive et pourrait à nouveau créer des tensions, voire de la violence. L'histoire de la Côte d'Ivoire, à ce niveau-là, est évidemment préoccupante. Est-ce que ce sera une mauvaise élection en raison de l'exclusion des principaux candidats? La qualité de l'élection, elle est fondée sur le taux de participation, d'une part, la transparence de l'élection pour l'annonce de résultats fiables. Donc, il faut dissocier la qualité de l'élection et de ceux qui doivent y participer. Vous avez cité ceux qui ne participent pas. Permettez que, en tant que président de l'Assemblée nationale, je sois respectueux de la séparation des pouvoirs. Tous ceux que vous avez cités, pour certains, sont frappés d'interdiction de faire valoir leurs droits civiques. En ce qui concerne Tidjane Thiam, c'est la loi de 1961. Donc, ce n'est pas une loi dédiée, c'est une loi qui existait. Qui n'a jamais utilisée. Qui n'a jamais été utilisée. Sauf pour lui. Qui n'a jamais été utilisée. Il se trouve, c'est un peu comme certaines maladies. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ont des maladies et qui représentent peut-être 1% dans la population mondiale. Mais vous comprenez bien la perception que ça a. On a l'impression qu'on élimine. La perception est une chose, la loi est une autre. Ça ne vous inquiète pas, la perception? Non, absolument. On ne peut pas être un homme politique sans tenir compte de la perception. Mais ce que je veux dire, le président Alassane Ouattara, ni le gouvernement, ni le pouvoir en place, n'est à la base de l'impossibilité du président du PDC, Tidjane Thiam, à s'inscrire sur la liste électorale. Lui dit le contraire. Non, il s'est trouvé qu'il a été frappé par la loi de 1961. Loi qui a été prise du temps du président Houphouët-Boigny, dont il est le petit-fils. Donc je considère que accuser le gouvernement et le président Alassane Ouattara d'exclusion de certains candidats, je dis non, il y a le respect de la loi. Maintenant, pour terminer, je voudrais dire que le président peut apprécier. Si le contexte politique impose qu'il y ait, parce qu'il y a une forte tension, pour l'heure, ce n'est pas le cas, moi je ne vois pas de tension en Côte d'Ivoire, je ne vois pas de grandes préoccupations. Ce que je veux dire, c'est que si, naturellement, le pays se retrouvait dans une situation de tension très forte, en tant que président de la République, il a bâti pendant ces 15 ans la transformation de la Côte d'Ivoire autour d'éléments fondateurs tels que la paix, la stabilité, la cohésion sociale. Donc, il n'y a pas meilleure personnalité plus que le président pour donc maintenir cette stabilité et la paix. Donc ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas eu l'occasion d'enregistrer de vidéos. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ça fait presque 3 mois, ça passe vite. Le dernier épisode qu'on a fait, c'était avec Goz, on vous invite à aller le regarder. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'était un épisode très instructif, très chaleureux, on le remercie d'ailleurs d'avoir pris part à cette émission. On a eu de très bons retours sur ça. Et on espère que pour les prochaines invitations, on pourra vous ramener du lourd. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On va essayer dans cet épisode, on va essayer de balayer un peu la plupart des actualités fraîches ou moins fraîches et d'essayer de se poser les bonnes questions, de savoir c'est quoi les enjeux, etc. Et voilà, on va aller sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on peut parler. Moi, en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est déjà la publication de la liste électorale définitive, le 4 juin dernier, et donc ses conséquences. Il y a aussi le parrainage
dans le décret qui fixe les conditions pour l'élection 2025 qui a été publié et dont les procédures administratives ont commencé au niveau de la CEI. Et aussi le congrès du RGP qui s'est tenu à la suite de différents pré-congrès qu'ils ont tenus aussi dans les régions de Côte d'Ivoire. Je suis Paul-Antoine et je discute avec Paul-Auguste de Paul à Paul. Depuis le 4 juin dernier, la liste électorale définitive est sortie. J'espère d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous suivent que vous êtes inscrits sur la liste électorale et que vous avez voté. Parce que ça fait partie de l'un de nos droits les plus fondamentaux, les plus précieux. C'est le moyen par lequel nous autres, on peut s'exprimer sur la façon dont le pays est dirigé. Ça, on va revenir sur ce sujet. Ouais, on va revenir sur ça. Donc depuis le 4 juin, il y a la liste électorale définitive qui est sortie. Selon la CEI, il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Donc on suppose que c'est avec cette liste électorale qu'on ira aux élections en octobre 2025. Et sur cette liste, il y a pas mal de personnes qui sont absentes, pas mal de leaders d'opposition. C'est quoi ton avis sur la question? Pas de surprise. Depuis 2020, on savait que Laurent Gbagbo n'était pas dessus, il ne serait pas dessus. Charles Blé-Goudé, la même chose. Soro Guillaume, pareillement. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement pourquoi est-ce que chacun en fait, ils ont des condamnations en justice pour différents faits. Hein. Ils n'ont pas tous les mêmes. Ils ne sont pas tous condamnés pour les mêmes raisons. Laurent Gbagbo, c'est pour braquage de la BCAO durant la crise post-électorale en 2010-2011. Soro Guillaume, c'est pour, je crois, c'est pour trahison. Attentat, je crois, attentat à la sûreté de l'État. Et Blé-Goudé, dans son cas, c'est pour violence, acte de torture, viol durant la crise post-électorale de 2010-2011 également. Donc pour ces trois-là, c'est pas une surprise du tout. Et la nouveauté, c'est Tidjane Thiam qui est lui aussi exclu de la liste électorale. Et lui, c'est pas vraiment une surprise non plus parce que il y a une décision qui a été prise plus tôt dans l'année. La juge demande sa radiation de la liste électorale parce que de ce qu'on a compris, c'est qu'il n'était pas ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022. Donc, pour ce fait-là, il a été demandé à ce qu'il soit exclu de la liste électorale. Donc, pour moi, c'est pas de surprise parce que entre-temps, entre la révision de la liste électorale en fin d'année précédente et le moment où la liste définitive est publiée, il n'y a pas eu d'acte politique ou juridique qui aurait pu nous laisser comprendre, penser que il en est autrement. Donc, on n'est pas surpris. Simplement, c'est la confirmation que les mois à venir seront tendus au niveau de l'opposition et du pouvoir sur cette question-là qui est fondamentale pour la compétition électorale. Une fois dit ça, on sait que au moment où la liste électorale est sortie, il y a plusieurs acteurs de l'opposition, comme je le disais, qui ne sont pas sur la liste électorale. Donc il y a des blocs qui se sont formés. Par exemple, il y a des blocs qui étaient déjà formés. Je pense notamment à la CAPSI, donc la coalition pour l'Alliance Pacifique, qui date de pour l'alternance pacifique, qui date de février 2025. Donc avant qu'il y ait déjà tous les problèmes de radiation liés à Tidjane Thiam. Et tout récemment, il y a eu la création d'un autre front qu'ils ont appelé le Front commun, avec des revendications qui semblent similaires. Donc, les premières revendications de la CAPSI, c'était de dire non au 4e mandat présumé d'Alassane Ouattara. Ensuite, c'était d'exiger une révision de la liste électorale en 2025, comme c'est prévu par le code électoral. Et enfin, c'était de demander un audit de la CEI. Et de demander surtout la réintégration des personnalités de l'opposition qui ne sont pas sur la liste électorale, notamment Laurent Gbagbo, Blé-Goudé, Tidjane Thiam, Soro Guillaume, pour ne citer que cela. Il y a eu pas mal d'activités qui ont été organisées par la CAPSI, qui regroupe pratiquement tous les partis d'opposition. On va le résumer comme ça, pratiquement tous les partis de l'opposition, sauf le PPACI de Laurent Gbagbo.
Donc, il y a eu des meetings qui ont été organisés, des déclarations. Je pense notamment au meeting de Yopougon qui a eu lieu à la place Figayo. Et après, bon, pour moi, il y a eu une sorte de flou où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et à un moment, on entend qu'il y a la création d'un nouveau front commun avec entre uniquement le PDCI et le PPACI qui s'est formé en marge. Donc, c'est quoi ton analyse de cette situation-là? Il y a un premier truc, c'est que dans la CAPSI, on avait un leader de l'opposition qui était le président du PDCI. Oui. La CAPSI, pour moi, c'est un instrument de l'opposition qui est présidé par le président du PDCI. Je crois que la porte-parole, c'est Simone Yvé. Et comme ça, ils se sont répartis les rôles. Mais avec un leader qui est Tidjane Thiam. Et Laurent Gbagbo n'avait pas voulu, de toute évidence, participer à cette coalition-là pour une raison qu'on soupçonne, c'est que au sein de cette alliance, il y a des personnes avec qui il n'est pas du tout en odeur de sainteté, notamment ses anciens alliés du FPI et du COGEP. Donc ça posait une impossibilité pour l'opposition dans sa globalité, en tout cas représentative, de s'unir. Le PDCI de Tidjane Thiam, je pense, justement dans son leadership, a commencé des négociations, des discussions avec le PPACI pour voir dans quel cadre est-ce qu'ils pourraient se réunir pour conjuguer leurs forces, pour soutenir, comme tu dis, ce sont les mêmes revendications des deux côtés. Oui. Donc, pour conjuguer leurs forces, pour donner plus de poids à leur discours. Finalement, ça se fait après la publication de la liste électorale définitive, donc après la réalisation officielle de Tidjane Thiam de la liste électorale. Ma vision sur ça, c'est que jusque-là, on était dans une configuration où Tidjane Thiam se disait qu'il était le seul leader d'opposition avec une chance de remporter l'élection qui était potentiellement éligible. Jusque-là, c'était ça sa situation. Donc, il y avait Laurent Gbagbo qui est, si tu veux, la troisième figure, ou bien, en tout cas, parmi les top 3, c'est Ado, Gbagbo, Thiam aujourd'hui, avant c'était Bédié, qui ont une chance importante, en tout cas, de remporter l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc, il se positionnait comme ça en se disant, comme je suis le seul éligible, finalement, je vais finir par avoir derrière moi toute l'opposition contre Alassane Ouattara, ou le candidat du RGP à l'élection. Et là, le nouveau facteur qui rentre en jeu, c'est qu'il n'est plus éligible également, donc surtout dans la même situation que Laurent Gbagbo, avec le même besoin, soit d'une RLE qui lui permettrait de se réinscrire aujourd'hui qu'il est de nouveau ivoirien sur la liste électorale et donc d'être candidat, ou alors via un dialogue politique qui lui permettrait, par décision politique, d'être réinscrit sur la liste électorale. Donc il se retrouve dans une situation où Laurent Gbagbo, finalement, va aller en alliance avec lui, mais en ayant le leadership. Pour plusieurs raisons, c'est que, culturellement, c'est l'aîné qui, finalement, a une sorte de droit d'aînesse dans leur alliance. Donc, c'est le plus âgé qui va être le leader de l'alliance. Une seconde raison très pratique, c'est qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam, ça fait 3 mois qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, pour diverses raisons, notamment parce qu'il craindrait que si jamais il retourne en Côte d'Ivoire, pour des raisons administratives, il puisse être embêté ou arrêté, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas en Côte d'Ivoire, donc il n'est pas sur le terrain. Laurent Gbagbo est sur le terrain. Et donc finalement, la première conférence de presse qui a permis de parler du Front commun, de ses objectifs et de présenter les membres, s'est tenue au siège du PPACI. Symboliquement, ça veut tout dire. Donc on se retrouve avec une opposition qui a le même discours, avec 2 voix, 2 instruments différents. Et donc ça rebat pas mal les cartes en termes de dynamique, où Tidjane Thiam semblait être celui qui allait aller jusqu'à l'élection et porter, si tu veux, les aspirations de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, et donc de tout ce peuple ivoirien qui n'est pas forcément en accord avec la politique du RHDP. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt, on a potentiellement Alassane Ouattara, ou en tout cas le candidat du RHDP qui va aller aux élections. Et en face de lui, finalement, on se demande qui est-ce qui aura potentiellement
capable de challenger vraiment ce candidat-là. Ok. Sans vouloir minimiser ceux qui sont éligibles, Ouais, qui sont sur la liste. bien sûr. Voilà, on se comprend. Et juste une question sur cet aspect-là. Pour moi, en fait, c'est quelque chose qui m'interpelle sur la vision de long terme que nos politiques ont pour le pays. Parce que c'est très simple. On le voit souvent sur les plateaux de télé, des analystes politiques ou des journalistes dire qu'il n'y a pas d'union contre nature, etc. Que c'est souvent dans la politique, il faut savoir s'allier à des moments clés, etc. Mais pour moi, c'est un indicateur clé pour montrer que en réalité, il n'y a pas de vision de long terme d'un point de vue idéologique et programmatique de la part de nos politiques. J'ai l'impression, c'est juste mon impression, que c'est juste des personnes qui peuvent avoir de façon isolée leur vision, mais qui sont prêts ou qui sont prêtes, des personnes qui sont prêtes à tout pour le pouvoir, pour se positionner, donc qui sont prêtes à faire des alliances qui sont souvent sans queue ni tête d'un point de vue idéologique ou programmatique, qui sont souvent sans queue ni tête, afin d'arriver in fine au pouvoir d'État. Et finalement, il y aura une dislocation, un peu comme ça s'est passé pour le RHDP. Et ça, je trouve que vis-à-vis des personnes qui suivent et vis-à-vis des personnes qui sont, vis-à-vis des populations qu'on administre, moi, je trouve que il y a un manque de cohérence et de vérité dans la démarche. Bon. Quand tu reviens sur les revendications de CAPSI ou du Front commun, pour moi, quand j'ai regardé leur déclaration, ce que tu dis là, c'est quelque chose qui revient. Et souvent, on peut se poser la question, mais dans le cas précis, j'ai pas vu ça. Ok. Parce que ce que j'ai vu, c'est ils veulent en fait, que la compétition électorale soit la plus ouverte possible. Donc, ils veulent y participer. Ça, bon, finalement, on y participe parce qu'on est dans l'opposition aujourd'hui et que le pouvoir en place est celui qui a la main, finalement. Comme tu dis, la solution est politique aujourd'hui. Il a la main aujourd'hui pour que nous puissions participer à la compétition. Donc, on se met ensemble pour demander ça. On se met ensemble aussi pour dire que la CEI, telle qu'elle est aujourd'hui, ne permet pas de garantir, en fait, une impartialité, une transparence du processus. Tout ça, moi, ça me va. Pour moi, en fait, tant qu'on reste dans ce cadre-là, de conditions des élections. Pour l'élection. Il n'y a pas d'incohérence. C'est pour ça que je te disais que je ne vois pas d'avenir politique. Mais si c'est un avenir, enfin, une nécessité aujourd'hui de dire que l'élection en octobre, on a besoin de s'assurer qu'il y a un certain nombre de conditions qui soient respectées et que notre front peut y contribuer parce qu'on parlera plus fort aussi en ensemble, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu dis sur le RHGP, par exemple, qui s'est disloqué par la suite, le RHGP, pour moi, c'est le PDCI parti unique qui se reconstitue sous une nouvelle forme. C'est pour ça qu'ils disent rassemblement des oufouettistes, parce que on reconstruit ce qui a été brisé après la mort d'Oufoué. Il y avait le leader Bédier, qui finalement était le dauphin constitutionnel, puis a pu gagner l'élection en 1995, en écartant. En tout cas, Alassane Ouattara n'a pas pu participer à l'élection avec le RDR. Certaines personnes au sein du PDCI, dont Jenny Kobena, etc., sont allées créer le RDR pour des raisons de leadership et d'entente. Et finalement, on réussit 10 ans plus tard, en 2005, à s'entendre de nouveau. Donc 10 ans finalement dans la vie d'un parti comme le PDCI, c'est pas grand-chose. On se retrouve. Et comme, entre-temps, le RDR a acquis une certaine stature, des députés, des leaders, etc., des fortes têtes, on va pas tuer le RDR, on va juste dire on fait une coalition avec le RHGP qui a été créé en 2005. Donc finalement, moi, je comprenais que ces gens-là puissent gouverner ensemble. Parce qu'ils ont la même idéologie. Je ne vois pas la différence. Comme Tidjane Thiam le rappelait, par exemple, par rapport aux chantiers qui ont été menés depuis 2015. C'est une continuité, par exemple, des plans de l'éléphant d'Afrique, des 12 éléphants d'Afrique.
Non, moi, ça va. Là, ça s'est disloqué parce que, de ce que Bédier expliquait, c'est que il y avait une alliance, enfin une entente entre eux, d'alternance entre les deux forces majeures, donc RDR, PDCI, qui n'a pas été respectée par une des parties. Donc ça, c'est la dérive habituelle du pouvoir, c'est que quand tu arrives au pouvoir, tu ne veux plus le laisser. Tu veux plus. Dans la suite du calendrier de la CEI, après la publication de la liste électorale le 4 juin, le 18 juin, il y a eu la signature du décret qui fixe les conditions du parrainage pour l'élection de 2025, signé par le président de la République. Et donc, les activités liées à, la sensibilisation, l'explication des règles du parrainage aux différents acteurs, candidats potentiels, etc., ont commencé. Il y a eu plusieurs réunions d'information de la CEI. Et je crois que le 2 juillet ou 3 juillet, il y a eu distribution des kits qui serviront aux candidats pour faire le parrainage. Donc, il y a sur une période de 3 mois, jusqu'à fin août, je crois 26 août, les candidats ont l'opportunité d'aller recueillir les parrainages à travers la Côte d'Ivoire. Donc, les conditions, c'est qu'il faut que chaque candidat réussisse à se faire parrainer par au moins 1% de l'électorat de la moitié des régions de Côte d'Ivoire. Donc, d'au moins 17 régions. On peut en faire plus, mais au moins 17. Sans doublon entre les différents candidats. Donc, par exemple, si toi et moi, on est candidats à l'élection présidentielle et que on se fait parrainer par la même personne, le dossier... Nous, on est candidats à l'élection présidentielle. On n'a pas l'âge. C'est vrai qu'on n'a pas l'âge. Ça permet déjà... On est éliminé. Ça permet déjà de répondre à la question. Parce qu'il faut avoir 35 ans pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Au moins, et il n'y a pas de limite d'âge supérieur. Donc, on est éliminé. Et pour revenir au sujet, par exemple, si toi et moi, nous étions candidats et que nous avions le même parrain, le premier d'entre nous qui déposerait son dossier le verrait validé et le second le verrait invalidé. Voilà les contours du parrainage. Est-ce que j'ai un mot à dire par rapport à ça? Ouais, enfin, c'est exactement ce que tu as dit, tu as très bien résumé. Le principe de la démocratie est assez simple, c'est la loi en fait, c'est simplement le plus grand nombre qui l'emporte. Donc, si tu regardes, par exemple, tu sais que tu as des régions, par exemple, dans la zone ouest, qui sont beaucoup plus peuplées, et tu as des régions, par exemple, au nord, qui sont moins peuplées, il te suffirait d'avoir beaucoup de voix dans un endroit précis, mais qui ne serait pas vraiment représentatif de l'ensemble de la Côte d'Ivoire, par exemple, pour être élu. Tu vois? Donc, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on te dit, au moins dans 17 régions, pour être sûr que la personne qui va se porter candidate a des assises ou du moins a des soutiens dans plusieurs endroits de la Côte d'Ivoire pour que ce soit représentatif. Et je trouve que dans ce sens-là, c'est quelque chose qui avantage bien les partis politiques et surtout ceux qui sont déjà établis par rapport aux potentiels candidats indépendants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu l'alliance entre le candidat Toby Irie et Assalé Timoko qui se sont par exemple insurgés contre le principe déjà du parrainage et la façon dont ça allait se dérouler. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que d'un point de vue technologique, on n'est pas en capacité de le faire. Puisque il y a, je le précise rapidement pour les personnes qui nous suivent, mais tu as une tablette dans laquelle tu vas directement vers l'électeur et ensuite il y a un système de reconnaissance faciale, donc tu prends la photo de la personne, tu prends son empreinte digitale, etc. On connaît le contexte de méfiance qui entoure l'élection présidentielle chez nous. Enfin, toute élection d'ailleurs, pas que présidentielle. Donc, il y a des problèmes technologiques, il y a des problèmes culturels et historiques, on va dire ça comme ça. Et pour moi, c'est
la façon dont ça a été organisé, comme je le dis, c'est quelque chose qui avantage beaucoup les partis politiques. Et pour moi, c'est quelque chose qui est un frein à ma conception de la démocratie. Même si ça reste quelque chose qui est légal, qui a été voté, etc., ratifié. Mais je reste plutôt dubitatif sur la question du parrainage. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est déjà établi et sur lequel on est obligé de se baser pour partir. Mais pour moi, à l'avenir, c'est quelque chose sur laquelle on devrait réfléchir davantage et éventuellement faire sauter cette condition-là. Je sais pas si tu es contre le parrainage. Moi, je suis plutôt ton avis, donc je vais pas challenger ce que tu viens de dire. C'est quoi ta projection sur les mois qui viennent? Comment est-ce que tu vois les choses? Moi, je pense que les points de passage à venir, c'est d'abord que le RHDP nous dise qui est son candidat. Aujourd'hui, ce qu'ils ont demandé au sein de leur congrès à Alassane Ouattara d'être leur candidat. Il s'est donné quelques jours, quelques semaines pour réfléchir et prendre des décisions et l'annoncer. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui peut changer quelque chose, que ce soit lui ou une autre personne? Ah, moi je pense que ça change pas mal de choses. Ce que ça change, c'est que si Alassane Ouattara, par exemple, accède à cette demande-là et qu'il est candidat à l'élection présidentielle, ça donne de l'eau au moulin pour l'opposition? Pour moi, ça fera... C'est pas la goutte de trop, mais ça fera beaucoup que le président en exercice aille à une élection pour un 4e mandat sans opposition de taille. En ayant vu la plupart des candidats potentiels déclarés. Okay. Donc pour toi, c'est l'accumulation qui pourrait créer... qui aurait pu être des vrais challengers pour lui, être écartés de la compétition pour des raisons juridiques dans les mois précédant l'élection. Ça fait un tableau quand même qui présente très mal et qui va exacerber les tensions autour de sa personne. S'il n'est pas candidat, ça change la donne parce qu'on n'est plus concentré autour de la personne d'Alassane Ouattara. On a un candidat différent qui, de toute évidence, n'a jamais été président par le passé, qui peut justifier aussi, par exemple, dans le discours qu'on entend depuis plusieurs années, c'est que Alassane Ouattara disait que si jamais Bédié ou Babo va aux élections, il ira aussi. Parce que pour lui, justement, en termes de figure et de stature, il se voit être le seul capable au sein du RHDP de battre ces candidats-là d'une élection présidentielle. Donc, lui, renonçant à un 4e mandat, ça serait un argument de plus pour dire qu'il n'y a pas besoin de faire un dialogue politique pour réintégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale parce que de toute façon, il est temps de passer à une nouvelle génération. C'est ça le discours. Donc pour moi, il a la main pour faire tout ce que je suis en train de dire là. Donc s'il y a un autre candidat, ça change la donne. Alors est-ce que ça change la donne pour Tidjane Thiam par exemple? Je ne pense pas. À voir. Est-ce qu'ils voudront par exemple exposer un candidat qui n'est pas Alassane Ouattara à la potentialité de se retrouver face à Tidjane Thiam pour une élection présidentielle? Je ne sais pas s'ils voudront prendre un risque sur l'élection à venir. Mais il y a quand même un point là-dessus. Deuxième point, pour moi, c'est que le 7 août est traditionnellement le jour où le président de la République va faire un discours à la nation. C'est potentiellement le jour aussi où, dans un geste comme ça d'unité nationale et d'apaisement, il pourrait annoncer quelque chose qui va dans le sens des revendications de l'opposition aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une date à surveiller. C'est potentiellement là que ça va se jouer. J'ai l'intime conviction que ce soit Alassane Ouattara ou n'importe quel candidat du RHDP, en l'état actuel des choses, avec la configuration actuelle des choses, avec l'opposition, les figures principales de l'opposition qui sont écartées, qu'il n'y ait aucun, comme on dit, il n'y aura pas match. Pour moi, c'est ça. Donc, en soi, que ce soit lui ou non, ça ne va pas changer grand-chose. Et que ce ne soit pas lui, l'opposition, pour moi, ne sera pas moins vindicative sur le fait qu'ils ne puissent pas participer à l'élection. Parce que pour eux, c'est vrai qu'ils s'opposent au 4e mandat d'Alassane Ouattara, mais pour moi, le point d'achoppement, c'est vraiment le fait qu'il puisse être candidat. Parce que même si Alassane Ouattara se présente pour un
4e mandat, pour eux, le plus important, c'est qu'eux puissent compétir. Bien sûr. Parce qu'ils sont convaincus que même s'ils se présentent, ils vont le battre. C'est la revendication principale. C'est la revendication principale pour moi. Et je ne vois pas, en tout cas dans la lecture, peut-être que je me trompe et j'espère me tromper, mais je ne vois pas de configuration dans laquelle on puisse revenir à une forme de dialogue politique pour aller vers une situation dans laquelle les candidats de l'opposition, les principaux candidats de l'opposition qui sont en dehors de la liste électorale puissent être réintégrés. Parce qu'à chaque fois que tu as des sorties de membres du gouvernement ou du parti au pouvoir, ils le disent à chaque fois, ils le disent, qu'ils sont ouverts au dialogue. Il y a déjà eu un dialogue politique en 2021, il me semble. Ils sont ouverts au dialogue, mais pas à toutes les conditions. Et la condition dont ils parlent, c'est quoi? Ça veut dire ils ne rentreront pas dans un contexte où on essaie de privilégier, entre guillemets, de privilégier certaines personnes et de contourner, enfin on ne contourne pas la loi en réalité puisque le président de la République a les pouvoirs de le faire, mais de contourner les décisions de justice. Parce que eux, ils estiment que le dialogue politique a déjà eu lieu et on est déjà sur entre guillemets, sur la décision définitive. Donc, il n'y a pas de moyen de recours possible. Donc, pour moi, la vraie question, c'est de savoir quelle est la trajectoire que l'opposition va adopter. Est-ce que l'opposition va rentrer dans une trajectoire qui va se radicaliser de plus en plus pour aller, on ne l'espère pas, vers quelque chose de plus violent physiquement, ce qui est possible, parce que là, on voit quand même qu'il y a une forme de montée en puissance de la violence verbale. On ne sait pas si on va arriver dans une forme de violence physique, on n'espère pas. Qu'est-ce que tu entends par violence physique? Bah, je sais pas. Ils vont pas les kidnapper. Ils vont pas les kidnapper plus bien non plus. Ils vont pas. Au siège de la CEI. On a vu des choses. Non, je pense. On a vu des choses quand même. Moi, je pense que ce que tu dis là, c'est que là où se trouve la force aujourd'hui pour l'opposition, ça serait de faire monter la tension, comme eux-mêmes disent, dans les rues. Ouais. Parler des manifestations répétées. Ils ont commencé à le faire. Et pour moi, plus ils seront capables de mobiliser du monde au sein des manifestations pour revendiquer les différents points qu'on a évoqués là, plus ça va, si tu veux, accentuer la pression sur le pouvoir pour dire il faut qu'on fasse quelque chose face à toutes ces revendications qui viennent de la rue et de personnes nombreuses quand même, qu'on ne peut pas ignorer indéfiniment. À un moment, il faut bien faire quelque chose. Mais chaque week-end, à la mode gilet jaune, tu as des gens qui viennent se réunir pour dire on veut ci, on veut ci, on veut ci. À un moment, il faut bien que le pouvoir dise ok, bah, venez et puis parlons-nous pour comprendre ce qui se passe. J'ai une petite question sur ça pour toi. Est-ce que si demain on t'appelle à aller marcher dans les rues pour l'opposition, tu iras personnellement? Dans ta formulation, même, tu m'empêches de dire oui parce que c'est la même chose. Non, pour les droits qu'ils revendiquent, pas parce que tu es pour l'opposition. Non, je ne sais pas si la formulation. Parce que si tu me dis je marche pour l'opposition. Non, pour les droits qu'ils revendiquent. Si tu me dis tu marches parce que moi, par exemple, si j'estime personnellement que les candidats qui sont exclus aujourd'hui, enfin qui sont radiés de l'élection électorale, ne devraient pas l'être parce que je ne suis pas d'accord avec l'édition de justice, etc., je peux aller manifester. Pour dire, moi, je ne suis pas d'accord parce que j'estime que pour la démocratie, pour la pluralité, c'est une chose mauvaise pour le pays. Et si ça me touche et ça me concerne, je peux dire, ouais, j'y vais. Je vais manifester pour dire, oui à la réintégration des trucs. D'accord. Oui à la révision de la liste électorale, par exemple. Oui, il y a un audit de la commission électorale. Tout ça, moi, je suis d'accord avec ça. Qu'on fasse un audit de la commission électorale, parce que je trouve qu'elle est déséquilibrée. Je suis d'accord pour qu'on fasse un audit de la liste électorale, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs qui devaient être nettoyées, résolues lors du contentieux, là où justement les différents partis d'opposition sont allés déposer les dossiers qu'ils ont constitués en disant on a relevé plein d'erreurs, les voici, il faut les corriger. La liste définitive est sortie. Il n'y a pas encore eu, le même travail n'a pas été refait, mais déjà certains observateurs ont commencé à le faire. Ils ont relevé plein d'erreurs qui étaient déjà dessus auparavant, donc ils n'ont pas été corrigés. Donc tout ça, pour moi, c'est des vrais sujets qu'il va falloir traiter
que ce soit pour 2025, là, l'élection, ou après, le sujet de l'audit de la liste électorale et la réforme de la CEI, c'est un sujet qui demeure. Pour moi, reste un sujet, pour moi, ça reste quand même technique. Et je trouve que c'est quand même, enfin, je n'ai rien contre eux, personnellement, mais je trouve qu'à ce niveau-là, c'est quand même regrettable qu'on ait des problèmes d'ordre technique. C'est-à-dire, il faut un audit parce que techniquement, je trouve qu'on n'est pas capable de fournir une liste propre. Une liste propre, en fait. Une liste propre. Et ça, c'est... Enfin, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais c'est un échec qui est cuisant. Parce que je suppose qu'il y a le budget pour... Comment je vois les chiffres là, c'est incroyable, ouais. le budget que la CEI a. Et si on est dans un pays où on n'est pas capable, techniquement, de réaliser, de faire une liste électorale qui soit avec des erreurs non significatives, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Maintenant, maintenant pour revenir sur la question, est-ce que moi j'irais? J'en suis pas sûr. Tu portes pas ces mêmes revendications là. Je porte ces revendications, mais je ne suis pas sûr que... Tu ne veux pas être accusé de délit d'association. En fait, avec des gens qui ne sont pas d'accord. Par ailleurs. Mon point, c'est de dire que je ne suis pas sûr que les personnes qui portent ces revendications soient le plus habilitées pour les faire, parce que je trouve que c'est des personnes qui sont déjà beaucoup trop mouillées et qui ont déjà souvent démontré le fait que l'intérêt supérieur pour la démocratie, pour la liberté, ne soit pas le principal intérêt, mais que ce soit plutôt des intérêts de personnes. Mais moi, ça... Voilà, il y a plusieurs façons de voir la chose. Tu peux voir la chose comme ça, il n'y a pas de problème. Ou bien tu peux voir la chose comme moi je vois, c'est d'un point de vue aujourd'hui, qui sont les meilleurs alliés pour ce combat-là. Pour ce combat. Et pour aujourd'hui, les meilleurs alliés pour ce combat-là. J'accepte totalement le fait que... Donc, est-ce que le combat t'importe suffisamment pour que tu te dises, je vais m'associer à des personnes avec qui je suis par ailleurs pas d'accord pour le porter? Ou est-ce que tu vas dire, je garde ma pureté et puis je ne m'associe pas à eux du tout? On t'attend dans la prochaine marche alors, qui sera organisée. S'il y a une marche qui passe devant chez moi, pourquoi pas? Donc, on arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut essayer de retenir? L'émission de la reprise. L'émission de la reprise. Ouais, mais ça va, c'est un peu bleu. On a pris 3 mois pour prendre notre souffle, parce que ce qui vient là, ouais, non, c'est la dernière ligne droite jusqu'à octobre 2025. Il faut qu'on s'en forme. Et on en forme. Le pouvoir en place, je pense qu'il est sur sa ligne directrice, à savoir, il y a déjà eu des accords, il faut respecter les règles, etc. Donc, c'est comment est-ce que l'opposition va l'accepter ou pas, et dans quelle trajectoire est-ce qu'on va aller, qui sera, pour moi, vraiment décisif pour les prochains mois. Je vois qu'il y a pas mal de candidats qui commencent à sortir du lot, des candidats indépendants notamment, qui émergent, dont la presse parle beaucoup, d'autres on parle un peu moins. Je pense par exemple au candidat Jean-François Kouassi, qui est le candidat de la jeunesse. Il y a pas mal de... C'est mon candidat. Il y a aussi Wilfried Zawi qui est candidat. Il y a Wilfried Zawi qui veut se porter candidat. Je pense que en dehors des principales figures de l'opposition, le jeu démocratique sera plutôt ouvert. Après, est-ce que les gens réussiront à obtenir les parrainages? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Surtout, commentez, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde, on est preneurs. Et on vous remercie beaucoup pour le soutien. C'était Paul Auguste et j'ai discuté avec Paul-Antoine de Paul à Paul.